Alors, principe de la direction par objectif, cher aussi à Peter Ferdinand Drucker. Alors, quelles sont les grandes phases de la direction par objectif et leurs avantages? Alors d'abord, première phase d'une direction par objectif, c'est comment on met en place une direction par objectif? Eh bien, d'abord, on détermine des objectifs généraux. Ces objectifs généraux, ensuite, on va les confier à des responsables qui vont les décliner en objectifs particuliers, mais ils ont le choix. Ce qu'on leur demande, c'est finalement d'atteindre les objectifs généraux. Donc les décisions vont être adéquates. Pourquoi? Parce que les acteurs sont tous concernés par les objectifs, directement. Donc ça permet une meilleure adéquation des solutions choisies. Ensuite, on va fixer des objectifs individuels. À l'intérieur donc, de ces objectifs généraux, pour chaque activité, pour chaque responsable hiérarchique, on va fixer des objectifs individuels. Ces objectifs individuels vont provoquer une meilleure motivation, une meilleure implication. Les gens sont responsables de leurs objectifs, donc une meilleure motivation des collaborateurs. Alors, pour que cette responsabilité soit plus totale, en fait, on a amélioré la DPO initiale dont je parle. C'est-à-dire qu'on a rajouté un P, direction participative par objectif, DPPO. Et la différence est extrêmement importante. Parce que dans la DPPO, les objectifs, on les négocie. Pourquoi on laisse négocier les objectifs? Précisément pour provoquer une meilleure implication et une meilleure adhésion à celui qui est en charge de les atteindre. D'accord? Alors quand on dit négocier les objectifs, n'y voyez pas la situation inverse. L'objectif, il est plus bombardé par un supérieur hiérarchique sur son subordonné, mais il n'est pas non plus catapulté, du coup, par le subordonné à son supérieur hiérarchique. Bref, c'est pas le subordonné qui décide, tiens, on va faire ça cette année. C'est négocié. C'est-à-dire qu'il y a une proposition du supérieur hiérarchique, il y a une contre-proposition où, effectivement, des divergences qui sont exprimées par celui qui va mettre en place l'objectif, et par confrontation d'idées, on va se mettre d'accord sur un objectif commun. Et évidemment, ça provoque la responsabilité, ça. Ensuite, troisième, après avoir fixé des objectifs individuels, choix des actions pour atteindre ces objectifs. Donc là, on est rentré dans le travail de celui qui s'est vu confier de l'autorité. Et quels sont les avantages? Eh bien, comme cette personne est immergée dans l'organisation à proximité du problème sur lequel elle va intervenir, eh bien évidemment, elle a une information beaucoup plus complète, une vision beaucoup plus saine de la situation, beaucoup plus réelle de la situation, et elle va pouvoir manifester son autonomie, j'allais dire son initiative, sa créativité, dans la recherche de solutions performantes. Donc évidemment, ça change considérablement la nature du travail. Le contrôle donc, ensuite, une fois que la décision est prise, eh bien, il va falloir en contrôler la performance, la pertinence. Donc, on va contrôler les résultats. Et celui qui s'est vu confier le pouvoir de décision, évidemment, est responsable de ces résultats. Donc, plus grande responsabilité des individus par rapport aux tâches qui leur sont confiées. Ce contrôle de résultats, il n'est pas simplement là pour une sanction positive ou négative. Il n'est pas qu'à l'origine d'une prime, par exemple. Il est surtout, il doit surtout être inscrit dans une démarche d'amélioration permanente. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est pas qu'on a atteint ou pas atteint l'objectif, c'est au cas où on ne l'a pas atteint, qu'est-ce qu'on peut faire pour que désormais il le soit? Ou s'il a été dépassé, qu'est-ce que l'on peut faire pour fixer des objectifs qui soient plus crédibles? Là, je vois un objectif, vous avez un objectif, en fait il y a trois solutions. L'objectif est strictement atteint. Ça veut dire que très probablement, il a été bien fixé, et que très probablement, la personne qui était en charge de l'atteindre a bien fait son job. Après, il y a les deux autres situations. L'objectif n'est pas atteint. Et l'objectif n'est pas atteint, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Un, on n'a pas su fixer l'objectif. L'objectif était inatteignable. Deux, celui qui était en charge de cet objectif
a mal fait son boulot. D'accord ? Et puis, la troisième solution, l'objectif est dépassé. Là, c'est pareil. Est-ce que c'est la personne qui est particulièrement performante ou est-ce qu'on s'est totalement vautré dans la définition de l'objectif ? Donc, la démarche d'amélioration, si vous voulez, elle est permanente parce qu'il est très très rare qu'un objectif soit strictement atteint. Il est dépassé beaucoup, un peu, ou alors il n'est pas atteint un peu, beaucoup. C'est ça la réalité des choses. Donc, lancement des actions correctives, ça veut dire que généralement, il y a une équipe derrière l'objectif qui a été confié. On va améliorer le travail en groupe, d'accord ? Et donc, c'est une démarche d'apprentissage, de développement des compétences qui est mise en œuvre à cette occasion. Donc ça aussi, c'est très très fédérateur au sein des équipes. Démarche d'amélioration. Enfin, évaluation des performances. Donc là, on est plus dans une optique de rémunération, de promotion professionnelle. Donc les avantages, eh bien, finalement, les gens vont jouer un peu moins individualiste. Ça va donc développer l'esprit d'équipe, la créativité, l'esprit d'initiative. Et puis, on va pouvoir surtout évaluer d'une manière beaucoup plus juste les performances des individus. Et quand on essaye de rémunérer aujourd'hui la contribution à la performance, il est totalement obligatoire de mettre en place des outils qui soient fiables pour la mesure de la performance. Ça en fait partie. Donc on le voit quand même, cette manière de fonctionner, même si elle mobilise aussi la ligne hiérarchique, qui se voit confier de nouvelles missions, un nouveau type de supervision, eh bien, on peut dire quand même que les avantages sont extrêmement importants. Alors, autre problématique, celle de Peters et Waterman, l'excellence de l'entreprise. Donc, ce sont des consultants en stratégie américains, nord-américains. Alors, l'excellence de l'entreprise, je vous dis, c'est un best-seller qui a dû sortir je ne sais plus si c'est dans les dernières années de 1980 ou tout début de 90, mais enfin, c'est cette époque-là. Et c'est donc, oui, un best-seller, c'est le terme. C'est-à-dire que le succès de cet ouvrage a dépassé le petit cercle des économistes d'entreprise et des dirigeants branchés. C'est-à-dire que c'est sorti en collection de poche et que des étudiants ont lu ce livre. Et donc, ça s'est diffusé dans un cercle beaucoup plus vaste. C'est presque un livre de gourou au départ, parce que effectivement il y a des conseils qui sont extrêmement précis, et ils ont l'air de donner une recette de cuisine de la réussite de l'entreprise. Voilà, si vous faites comme ça, vous allez réussir. Un des deux auteurs s'est excusé quelques années plus tard en disant que ça manquait beaucoup d'humilité cette démarche, et qu'il avait surtout appris que les entreprises avaient essayé de mettre en place les conseils prodigués et que finalement elles étaient plutôt arrivées à des contre-performances. Donc voilà. C'est un peu la mode, je dirais aujourd'hui. Il y a des modes managériales et ces modes managériales, elles partent d'auteurs qui sont toujours impliqués dans des sociétés de consulting. Donc l'idée, c'est évidemment à travers des ouvrages de sortir des concepts un petit peu novateurs, pas forcément très bien construit derrière, mais novateur, et de manière à promouvoir en quelque sorte un cabinet de conseil. Donc il faut faire aussi attention, même si les idées parfois sont intéressantes, il faut aussi faire attention à la qualité de ces ouvrages, parce que leur objectif n'est pas nécessairement d'apporter des réponses concrètes aux problèmes des entreprises. Leur premier objectif n'est pas nécessairement ça. Mais il y a toujours, évidemment, un travail de créativité qui est intéressant.